Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la Belle Radio et Télévision, la chaîne panafricaine internationale, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de tous les mardis, la tribune du mardi sur la Belle Radio et Télévision. Un rendez-vous qui est consacré aujourd'hui au sommet de Berlin sur la résolution de la crise libyenne. Un rendez-vous que nous allons tenir en compagnie de Simenou Lagrange Agnampe, qui est conseiller diplomatique et bien entendu, on va dire, acteur de la société civile, de cette jeunesse africaine qui compte et qui monte. Bonsoir. Bonsoir, Aziz. Et nous aurons en ligne de Washington DC François Ndengwe, qui est universitaire, chairman de African Advisory Board. Il est conseiller du magazine Hommes et Femmes d'Afrique et de Femmes d'Afrique. Bonsoir François Ndengwe. Bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs. Voilà. Également, ce soir en notre compagnie, Ousseynou Nargueil que nous aurons dans un instant, et Paul Kananoura, qui est président de l'Institut Nelson Mandela en France et qui est spécialiste de la gestion des conflits. Nous allons d'abord avec vous, François Ndengwe, commencer par revenir pour la genèse de ce qu'il se passe actuellement en Libye sur, bien sûr, les motivations, les raisons qui ont poussé l'OTAN et les Occidentaux à faire tomber Kadhafi. Est-ce que c'est, comme on le dit depuis un moment et comme le soutiennent de nombreux experts, est-ce que c'est encore une fois ce complot contre l'Afrique qui a été perpétré contre le colonel Kadhafi? Alors, l'histoire de la Libye est très triste parce que c'est une histoire africaine qui a eu de rebondissements regrettables et qui était tout à fait prévisible. Bon, le passé est le passé, il faut regarder vers l'avenir. Mais néanmoins, il faut de temps en temps rappeler certaines choses. Et il y a eu cette conférence de Berlin du 19 janvier qui pouvait présager de solutions possibles. Il y a eu quelques points positifs, mais puisque vous me posez la question sur la genèse du problème libyen, nous sommes obligés dans ce cas à revenir à la fameuse résolution 1973 du 17 mars 2011, qui était la résolution No-Fly Zone. Et c'est de là qu'est parti tout le mal, parce que c'est une résolution adoptée par le Conseil de sécurité et qui disait bien no-fly zone. Et elle était très explicite. Il y avait plusieurs points dans cette résolution et l'un des points de la résolution demandait justement qu'il n'y ait pas de survol aérien sur la Libye. Or, les bombardements ont commencé, ça veut dire qu'il y a eu tout de suite la violation de ces survols. Bon, mais encore, comme je disais tout à l'heure, le passé, c'est le passé. Ce qui est regrettable ici, simplement, c'est que quand il y a eu cette réunion du 19 janvier, qui s'est terminée par un long communiqué, hein, il faut le dire, avec 57 paragraphes, on aurait pu commencer en préambule, en cadrant bien le problème, et ce cadrage nécessitait de situer les responsabilités, ce qui n'a pas été fait. Or, les responsabilités ici sont énormes. Nous voyons actuellement le désordre et le chaos qui est en Libye. Vous voulez parler des responsabilités avant cette chute n'était pas si dramatique. Mais je ne veux pas trop développer tout de suite, mais si vous voulez... Oui, mais vous parlez de responsabilité. Des développements qui intéresseraient vos téléspectateurs un peu plus grands. Oui, absolument. Voilà rapidement ce que je voulais dire en préambule.
Oui, François Ndengwe, vous parliez de responsabilités, mais les responsabilités, elles sont partagées. Il y a les responsabilités des Africains, de l'Union africaine, et une responsabilité peut-être plus grande de l'OTAN et de ceux que l'on appelle communément la communauté internationale. Ah, écoutez, votre remarque est tout à fait judicieuse. Mais pour une fois, nous pouvons en quelque sorte, si on peut dire, dédouaner l'Union africaine. Parce que sur la question de l'Union africaine, et le président Jean Ping en particulier, la position de l'Union africaine était très claire. Il ne faut pas aller au bombardement. Et c'était une position qui était unanimement défendue par l'Union africaine. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que même la fameuse déclaration de No-Fly Zone, dès son point numéro 2, reconnaissait l'attitude et l'action du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui avait engagé des actions créant un comité ad hoc. C'est écrit noir sur blanc dans la résolution de 1963, cette fameuse résolution 1963 du 17 mars 2011 de No-Fly Zone. Donc, dans son point numéro 2, c'est-à-dire tout au début, reconnaissait l'action de l'Union africaine. C'est-à-dire qu'on pouvait donc laisser à l'Union africaine le temps d'engager son action pour trouver une solution de réforme politique. C'était marqué dans la résolution, je cite la résolution de mémoire, et une résolution, et de chercher des résolutions pacifiques pour une solution durable. Et le point, ça continuait par un point numéro 3 qui disait que la résolution demandait à l'autorité libyenne, c'est-à-dire au gouvernement de Kadhafi, d'accepter les obligations internationales, ce que le gouvernement Kadhafi était en train de faire. Et vous savez qu'il y a ce comité ad hoc des chefs d'État de l'Union africaine qui devait se déplacer pour engager des résolutions et trouver une solution pacifique qui devait être consensuelle au niveau libyen. Et ça, c'était la solution qu'on peut dire une solution africaine. Mais cette solution n'a pas été acceptée. Et Sarkozy, qui porte une grosse responsabilité de cette histoire, il peut se cacher dans son trou aujourd'hui, mais ça le poursuivra toujours, a boycotté cette solution. Ils ont préféré passer en force parce qu'ils avaient d'autres agendas. Alors, quels étaient ces autres agendas? Il y a probablement des équations personnelles de M. Kadhafi, de M. Sarkozy vis-à-vis de Kadhafi. On a parlé du financement de sa campagne. Et là, il aura à rendre compte à ses concitoyens, bientôt, et probablement aux Africains de l'argent de Kadhafi qu'il a bouffé et donc qu'il a fait tuer par la suite. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Je regarde le problème du point de vue international et du point de vue du droit. Donc, la solution politique proposée par l'Union africaine et par le comité ad hoc, qui était en voie d'être mise en route, a été sabotée par Sarkozy et ensuite par l'OTAN. Et pourquoi ça? Vous savez que Kadhafi avait un projet. Oui, il avait un projet qui s'inscrivait dans le cadre de l'Union africaine. Si vous me permettez une seconde, je peux en parler. Oui, François Ndengwe. L'Union africaine a créé... L'acte constitutif de l'Union africaine date de l'année 2000, donc ça fait 20 ans aujourd'hui. Et il y a un article 19 de cet acte qui crée 3 institutions financières. La Banque centrale africaine, le Fonds monétaire africain et la Banque des investissements africains. Selon la stratégie de l'Union africaine, il faut délocaliser ces 3 institutions géographiquement. C'est-à-dire que la Banque centrale a été localisée en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Nigeria. Le Fonds monétaire africain a été localisé en Afrique centrale, plus précisément à Yaoundé au Cameroun. Et la Banque des investissements a été localisée en Afrique du Nord, c'est-à-dire en Libye. De ces 3 institutions, celle qui était la plus avancée était la Banque des investissements africains. Et cela a été avancé parce que Kadhafi était derrière et appuyait. Les 2 autres sont encore dans un état de léthargie, y compris aujourd'hui. Alors que la Banque des investissements, on avait déjà commencé à rédiger les statuts, et si je me rappelle bien, il y a même une réunion de financement. Les États africains sont arrivés, certains États proposaient des financements de l'ordre de 7 millions, 10 millions, et
encore une fois, je cite de mémoire, Kadhafi aurait proposé tout de suite sur la table 100 millions de dollars en disant que s'il s'agit de l'Afrique, on ne peut pas faire de petites choses de cette nature. Et pourquoi cette banque des investissements africains est cruciale? Parce que ça permet aux Africains de financer eux-mêmes leur développement et de ne plus être dépendants ni de la Banque mondiale, ni du Fonds monétaire, et même de la BAD. Donc, pour une fois, les Africains auraient pu mettre sur pied une institution de financement du développement qu'ils contrôlaient de A à Z, mais ça n'a pas été possible. Alors nous vous gardons en ligne, François Ndengwe. Vous allez garder le fil de vos idées, mais on note qu'il y a eu comme un complot ourdi contre la Libye du colonel Kadhafi. Alors on se tourne maintenant vers Paul Kananoura qui est en France. C'est le président de l'Institut Mandela, qui est également spécialiste de la gestion des conflits. Alors vous avez suivi le sommet de Berlin sur la Libye. Est-ce que, Paul Kananoura, les solutions qui ont été proposées à l'issue de ce sommet vont pouvoir aider le pays à sortir de cette situation de crise? Bien, je vous remercie. De toutes les façons, il y a des solutions qui sortent de cette conférence. Premièrement, l'embargo sur les armes et les échanges de mercenaires. Deuxièmement, le cessez-le-feu entre les belligérants. Bon, cette conférence est un succès diplomatique pour l'Allemagne, parce que c'est la première fois qu'on réunit tous les acteurs étrangers de la crise libyenne pour signer un accord de paix sur la Libye, assorti des sanctions pour, en cas de violation. Mais cette conférence aussi est un échec pour l'Afrique, car les pays voisins qui subissent la déstabilisation libyenne n'ont pas été conviés à la solution. En plus, les belligérants, c'est-à-dire le marchand Haftar de l'armée nationale de libération et le chef du gouvernement Salaj, ne se sont pas rencontrés et n'étaient pas présents à la table de négociation. Ils étaient à côté dans des chambres séparées et on les envoyait les intermédiaires pour les dire ce qu'ils ont décidé. Donc vous voyez que c'est un accord qui tient sur du sable. Alors, justement, ce sommet, cette rencontre sur la Libye aurait dû se tenir sur le continent africain, puisqu'il y a des solutions africaines qui sont, bien entendu, par l'Union africaine. On se souvient que le président Denis Sassou Nguesso a été parmi les médiateurs dans cette crise, comme beaucoup d'autres chefs d'État. Alors, Ousseynou Nargueï est en ligne de Dakar. Ousseynou, finalement, est-ce que l'Union africaine a manqué de leadership lorsqu'on voit ce qu'il s'est passé en Allemagne sur ce conflit libyen? Bonsoir Aziz Tchandi, bonsoir aux invités. Je pense en effet que l'Union africaine a manqué de leadership. C'est à l'image de sa situation actuelle d'un point de vue d'autonomie tout simplement. Quand on sait que le siège de l'Union africaine à Addis Abeba a pu être construite seulement grâce à la générosité chinoise et que le budget de l'Union africaine ne peut être bouclé que grâce à la générosité des grandes puissances mondiales, je crois que finalement l'Union africaine n'a été qu'à sa vraie place. Cette affaire mondiale qui est la Libye nécessitait l'implication de la communauté internationale. Il y a un mandat de l'ONU quelque part, dans le sens où il y a un embargo qui a été sur les armes, qui a été édicté pour la Libye. Je crois que le fait que ce sommet de Berlin ait acté et entériné l'obligation pour les partis en présence et ceux qui leur viennent en soutien de respecter cet embargo-là est déjà un premier succès. Alors sur la Libye, je dois dire qu'on est un peu comme dans la situation avec les pôles.
le pôle Nord et le pôle Sud, l'Arctique et l'Antarctique. C'est une sorte de no man's land après avoir été une no-fly zone pour neutraliser le colonel Muammar Kadhafi. C'est un no man's land dans le sens où toutes ces puissances qui se disputaient quelque part le leadership sur la future Libye pensaient être dans leur bon droit de ne pas laisser les autres prendre la main mise. Et je crois que le fait qu'on soit arrivé à dire que tout le monde respecte l'embargo et tout le monde arrête de venir en appui aux parties en conflit est également une avancée. Et enfin, je crois que la troisième avancée et victoire diplomatique de ce sommet de Berlin, de cette conférence de Berlin, c'est qu'on ait dit que la solution au conflit libyen n'est pas militaire. Et de ce point de vue-là, on dit beaucoup que le verrou libyen, quand il a sauté, a entraîné en cascade la guerre au Sahel. Je crois qu'on doit tirer une leçon de ce qui a été dit à Berlin. Si la solution n'est pas militaire pour la Libye, elle ne sera certainement pas militaire également pour les pays du Sahel. À l'entame de mon propos, c'est ce que je souhaitais dire. Alors, Simenou Lagrange-Agnankpe, vous avez suivi cette conférence de Berlin. C'est vrai qu'il a été obtenu un cessez-le-feu qui est pour l'instant plus ou moins respecté par toutes les parties, mais il y a eu des cessez-le-feu violés avant celui conclu à Berlin. Bien évidemment, il y a eu des cessez-le-feu qui ont été violés en 2017 et bien après. Mais ce qu'il faut déjà aussi dire, comme l'ont soulevé les autres intervenants, il y a eu également l'engagement à renoncer à des interférences des puissances étrangères dans ce conflit-là. Mais l'autre chose également qu'il faut saluer, c'est la persistance et l'insistance de l'Union africaine à dire vous ne pouvez pas vous réunir sans associer l'Union africaine où se trouve la Libye, l'Union africaine dont est membre la Libye et le territoire libyen se trouve en Afrique. Nous avons fait beaucoup d'avancées. Le médiateur que l'Union africaine a retenu en la personne du président Denis Sassou Nguesso a fait beaucoup d'efforts. Il a beaucoup investi, s'est investi personnellement et il avait réussi à quand même obtenir pas mal de choses de ces deux belligérants. Jusqu'à ce que, nous nous demandons si ce ne sont pas des intérêts personnels de ces puissances étrangères-là qui les ont amenés à davantage s'investir et à nous poser également la question de savoir mais qui finance ces belligérants, particulièrement le maréchal dont nous parlons, qui aujourd'hui contrôle pratiquement 80% du pays. Le maréchal Haftar. Le maréchal Haftar. Et bien sûr qui contrôle le croissant du pétrole, comme on l'appelle. Donc, Berlin, oui, ça a été en quelque sorte un succès pour l'Allemagne, mais et l'Afrique. Je me réjouis, comme je le disais, que l'Afrique a été finalement associée. Le président de la Commission de l'Union africaine était là, le médiateur Denis, le même président si certains pays voisins même si certains pays ont été écartés, nous sommes heureux que l'Union africaine ait été associée. Il revient maintenant à l'Union africaine et particulièrement au Conseil de paix et de sécurité de prendre un certain nombre de dispositions pour que, au prochain sommet de l'Union africaine, nous puissions montrer à la face du monde que vraiment nous sommes en train de faire un travail concret et que nous pouvons vraiment proposer des solutions concrètes, les mettre en œuvre pour quand même faire asseoir les belligérants. Parce que jusqu'à ce jour, les belligérants, personne n'a réussi à les faire asseoir autour d'une même table. Et c'est important. C'est vrai. On est tenté de penser que les deux hommes se détestent tellement qu'ils ne peuvent pas se supporter. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils se détestent ou ils sont sous des influences étrangères? Et ça, c'est la question que nous allons reposer à François Ndengwe qui a tout à l'heure développé ce possible complot contre la Libye, ourdi contre la Libye et peut-être contre l'Afrique. François Ndengwe, à qui profite le chaos
en Libye. À vous entendre parler, bien sûr, on soupçonne enfin, on a envie de penser à cette théorie du complot, mais on se souvient aussi que vous, personnellement, en tant qu'universitaire, vous aviez saisi à travers une lettre le colonel Kadhafi avant que le déluge de feu de s'abatte sur la Libye. François Ndengwe est en repérage, nous allons sûrement le reprendre. Ousseynou Nargueil, vous êtes... oui, Ousseynou Nargueil, vous êtes... alors, François Ndengwe, nous allons reprendre Ousseynou Nargueil. On retourne plutôt à Washington DC. François Ndengwe. Vous m'entendez? Nous vous entendons. Nous vous entendons, François Ndengwe. Vous avez évoqué tout à l'heure un possible complot. Oui, je dis que vous êtes... Nous vous entendons, François Ndengwe. Je disais que vous êtes très généreux de parler de ma modeste personne dans ces termes. Effectivement, j'ai saisi le Kadhafi quelque temps. Alors, on a quelques difficultés avec la ligne. Après, il y a longtemps. Allô? Oui, allô, allez-y. La communication n'est pas toujours très bonne. Je disais que j'avais effectivement saisi le colonel Kadhafi peu de temps avant le début de la tragédie, mais cette fois c'était sur le projet de la monnaie commune africaine qui fait partie aussi de cet article 19 de l'acte constitutif de l'Union africaine. Et j'avais fait des propositions dans ce sens qui devaient être développées, mais malheureusement le chaos est arrivé. Et tout est tombé en l'air. De la même façon que la banque d'investissement, personne n'en parle plus. La banque africaine d'investissement, qui était déjà très avancée, personne n'en parle plus. Mais tout à l'heure, puisque vous avez demandé de parler de l'origine un peu du conflit, vous savez que cette fameuse déclaration de No-Fly Zone, qui demandait donc l'interdiction de survol, son article 6 était très clair. C'est-à-dire qu'il y avait un bannissement de tous les vols au-dessus de la Libye. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les avions de l'OTAN ont violé eux-mêmes, c'est-à-dire que ceux qui ont pris cette résolution étaient les premiers à violer la résolution. Alors, cela pose une vraie question. Dans la position de l'ONU, vous m'avez demandé à qui profite le chaos libyen. Nous devons constater que d'abord le chaos libyen dessert et fait très mal à l'Afrique. Et il profite malheureusement à ceux qui ont le contrôle actuellement du monde, y compris le contrôle de l'ONU, puisqu'ils peuvent à tout moment manipuler cette institution dans un sens ou dans l'autre, mais toujours dans celui de leurs intérêts. Actuellement, si vous voyez ce qui s'est passé à Berlin, on peut se réjouir, mais on ne peut pas totalement se réjouir. Chaque fois qu'il y a une possibilité d'avoir la paix dans un pays africain, c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose pour l'Afrique et pour le monde. Et moi, je peux trouver... Malgré toutes mes réserves, il y a quand même 2 points positifs dans cette résolution. On a créé un comité militaire 5+5, c'est-à-dire que le Premier ministre Sarraj et le maréchal Haftar vont désigner chacun des 2 côtés 5 personnalités pour essayer de trouver un problème à leur solution. La deuxième chose intéressante dans cette réunion de Berlin, c'est qu'il y a un comité de suivi qui a été mis en place, qui se réunira d'une façon par mois, une fois par mois, et on peut voir ce qui va se passer. Mais moi, je suis très sceptique, parce que je ne crois pas que ça va donner des résultats probants. Et pourquoi je ne le crois pas? Contrairement à ce qu'a dit notre ami et frère tout à l'heure, l'Afrique est mise de côté dans cette histoire. On ne peut pas, dans une situation comme celle-là, faire uniquement de la figuration, comme c'est le cas. On ne peut pas, dans une situation qui se trouve sur le continent africain, et une situation où l'Union africaine a vu juste dès le début, ne pas faire prévaloir son point de vue. Mais comment le faire? L'Union africaine ne fait pas prévaloir son point de vue, et dans le dernier point, qui est le follow-up, qui est composé de 7, c'est-à-dire les 7 derniers points du communiqué, on ne voit à aucun moment, qui sera dans le suivi, on ne voit à aucun moment l'Union africaine. L'Union africaine ne devrait pas être un partenaire mineur
mineur dans cette histoire, l'Union africaine doit jouer le rôle de premier plan. Et si l'Union africaine accepte que d'autres jouent le rôle de premier plan, c'est que l'Union africaine a démissionné. Et ça, c'est quelque chose de complètement négatif pour notre continent. Et l'Union africaine ne jouera plus ce rôle. Il a abandonné et a abdiqué. Le deuxième point sur lequel je trouve tout à fait regrettable dans cette histoire, et là, il faut ouvrir un peu l'angle pour se poser des questions de façon générale. Est-ce que l'ONU est apte à résoudre ce problème? Si vous avez créé un problème, et c'est le cas en l'occurrence, puisque c'est l'ONU par sa résolution qui a créé ce problème, est-ce que l'ONU est apte à résoudre ce problème? Je laisse, c'est une question ouverte, mais j'ai ma réponse, mais chacun peut donner la réponse qu'elle veut. Mais ensuite, il y a quelque chose de très important, qui était déjà visible au moment où le problème a commencé. Vous avez parmi les participants à cette réunion de Berlin, il y a certes eu l'Union africaine et il y a eu même la République du Congo, puisque c'est le Congo qui est le leader pour l'Union africaine sur cette situation, mais il y a aussi eu les représentants de la Ligue des États arabes. Or, ces deux institutions, dès le début, ont eu des positions diamétralement opposées sur la Libye. L'Union africaine était contre l'intervention, la Ligue des États arabes était pour l'intervention. Nous nous retrouvons ici presque dans la même situation. Et on voit que la Ligue des États arabes a plus de poids dans cette histoire, et ça se voit dans le communiqué, y compris dans le comité, dans les déclarations, les points sur le suivi, a plus de poids que l'Union africaine. Donc il faut que l'on sache, est-ce que c'est la Ligue des États arabes qui va avoir le leadership par rapport à l'Union africaine ou pas? Et enfin, je vais m'arrêter là. Il y a tout un chapitre qui est consacré, il y a 7 points de cette déclaration qui sont consacrés à ce qu'ils appellent le respect des lois internationales humanitaires. Mais enfin, nous sommes en Afrique. Vous savez très bien ce qui s'est passé. On a vendu des Africains comme des esclaves en Libye. Mais depuis lors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un procès? Est-ce qu'on continue à les vendre? Ceux qui ont été vendus, est-ce qu'ils ont été indemnisés? L'Union africaine nous avait promis à l'époque qu'ils allaient faire une enquête. Quels sont les résultats de cette enquête? Étant que vous autres journalistes, vous interrogez les gens. Est-ce qu'on continue de vendre des Africains aujourd'hui? Justement, nous suscitons... Et ceux qui ont été vendus pour le préjudice qu'ils ont subi en plein 21e siècle, vendus à l'encan, comme cela se faisait il y a 4 siècles. Et l'Afrique se tait, et l'ONU vient faire du cinéma, et personne n'en parle, y compris dans une déclaration comme celle-là. Je me pose beaucoup de questions, excusez-moi. François Ndengwe, non mais vous posez des questions que nous posons et que nous amplifions, bien entendu, en parlant du rôle des journalistes que nous sommes. Mais Ousseynou Nargueï, avant de prendre le docteur Paul Kananoura et de revenir à la cranche Chimeno à Niankpé, Ousseynou Nargueï, finalement, l'Union africaine n'a pas suffisamment de gabarit pour s'imposer dans ce conflit libyen où on retrouve en pole position plutôt les États arabes. Allô? Oui, Ousseynou Nargueï? Allô? Allô, Ousseynou Nargueï, nous vous entendons parfaitement. Je disais tantôt, Ousseynou, que l'Union africaine... Allô, je ne vous entends plus. Alors nous allons vous reprendre le temps que la ligne se stabilise. Ousseynou, on va prendre le docteur Paul Kananoura s'il est en repérage. Allô? Oui. Alors Paul Kananoura, on voit que la situation en Libye échappe finalement progressivement au leadership de l'Union africaine. Effectivement, oui, parce que même le symbolisme est très important dans la diplomatie. Si vous voyez sur la photo officielle, il y a 19 participants, dont 4 Africains. Deuxièmement, la chancelière Merkel se tenait sur le tapis rouge dans la cour d'honneur de la chancellerie avec le secrétaire général des Nations Unies. J'aurais bien aimé que ce soit le président de l'Union africaine. Mais si nous revenons sur les fondamentaux,
cette conférence ne sent pas beaucoup l'Afrique. Elle est sortie à Bordeaux, c'est l'autre deuxième symbole. Non, elle est sortie à Berlin. C'est le deuxième symbole qui rappelle étrangement la conférence de partage de l'Afrique à Berlin en 1885, qui a donné lié à la colonisation et à l'anéantissement du continent. Et puis, on a ignoré sciemment d'inviter les pays voisins qui subissent les conséquences du chaos et de la déstabilisation de la Libye. Je rappelle que l'Algérie et la Tunisie ont reçu l'invitation officielle 2 jours avant la conférence, ce qui montre à quel point Berlin déconsidère ces pays. Donc, stratégiquement, l'Union africaine, qui tout simplement été figurant, et géostratégiquement, cette conférence s'inscrit dans une course de repartage des ressources de l'Afrique, dont la Libye est la porte d'entrée. Ce sont les ressources, la grande Siménois Nyambé, qui font courir les puissances. Et on voit bien, Paul Kananoura a souligné tout à l'heure le symbolisme qu'il y a eu sur les images pour montrer que les Africains sont écartés de ce dossier progressivement. Ils sont tenus loin des solutions pour certainement d'autres desseins. Bon, vous savez, la plupart des conflits qui ont lieu en Afrique sont dus aux richesses de l'Afrique, aux richesses du sol, du sous-sol, particulièrement. Parce que ces États, ces puissances occidentales ont beaucoup plus à investir pour extraire. D'abord, il y en a qui n'en ont pas, qui n'en ont pratiquement pas. Et ils sont obligés de venir prendre les nôtres. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans quelle position? C'est vrai, il y a eu des avancées. Parce qu'il faut le reconnaître. S'ils ont été invités, c'est parce que à un moment donné, ils ont pris un certain nombre de responsabilités et ils ont commencé par tempêter pour dire mais non, ça ne pourra pas se faire. C'est vrai que l'Algérie et la Tunisie ont reçu leurs invitations 2 jours avant, ce qui n'est pas bien, mais et les pays du G5 Sahel également, le Mali, le Tchad, qui sont frontaliers de la Libye, qui subissent beaucoup plus que la Tunisie et l'Algérie. Ils n'ont pas été invités non plus. Mais moi, je ne voudrais pas me mettre sous ces diapasons. Je voudrais féliciter les autorités de l'Union africaine pour ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas facile, mais nous devons davantage travailler à ce que nous soyons plus considérés. Quelqu'un l'a dit, et je l'ai dit aussi à un moment donné, nous avons un problème de moyens. Nous n'arrivons pas à avoir des positions communes, à vraiment nous maintenir sur ces positions et à les défendre ensemble. Il y a ce problème-là également qui se pose à notre niveau, nous-mêmes Africains. Donc, il faut que nous puissions nous remettre également en cause. C'est vrai, ce qui se passe de l'autre côté n'est pas bon, mais changeons de stratégie, remettons-nous en cause et resserrons-nous correctement, resserrons nos coudes et je pense que nous ferons encore de plus grandes avancées. Faire de plus grandes avancées grâce à ce resserrement des liens. Bien sûr, parce que dans ce cas, il va falloir justement renforcer la coopération entre les États. Bien sûr, imaginez que nous n'arrivons pas à boucler le budget de l'Union africaine. C'est pas possible. Avec tout ce que nous avons comme richesse en Afrique, il y a pas mal de pays qui peuvent faire mieux que ce qu'ils font. Même si certains pays ont du mal à donner leur contribution, d'autres pourraient venir en rescousse, ce qu'ils ne font pas. Or, ce problème libyen aujourd'hui a fragilisé bon nombre de pays qui sont obligés d'investir davantage, 10 fois, sinon 20 fois plus que ce qu'ils investissaient auparavant dans le domaine de la sécurité. Et ça appauvrit davantage les peuples. Ça crée des migrations. Vous voyez un peu? Donc, nous subissons beaucoup plus que ceux-là. Les puissances occidentales, mais ils extraient ce qu'ils veulent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils s'en vont. La conférence de Berlin, comme l'a dit le docteur Paul Kananoura, mais ça rappelle effectivement ce qu'il y a eu. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ils ont été obligés de nous faire asseoir également, même si c'était de la figuration, comme nous l'appelons. Donc nous avons avancé quand même. Même s'il y a eu figuration, c'est dommage de le dire, il faut le dire, mais c'est une avancée. Mieux que la figuration, travaillons maintenant en notre propre sein à nous resserrer
et à renforcer nos coopérations. Ousseynou Nargueil, on ne sait pas si on a pu vous repérer à nouveau. Ousseynou? Alors, Ousseynou Nargueil? Oui, Aziz Tiandi, je suis en ligne. Oui, alors, Ousseynou, est-ce que ce sommet de Berlin sur la Libye est un remake du sommet de Berlin? Là, on va un peu faire dans la caricature, un remake du sommet de Berlin qui avait balkanisé le continent africain. Bon, je vais vous reprendre. C'était une conférence et non un sommet. Mais effectivement, dans les deux cas, en 1885 et là en 2020, il s'est agi d'une conférence. La semaine dernière, dans votre tribune, je disais que c'était un mauvais présage que la précédente conférence, celle de 1885, était celle qui avait abouti et entériné le morcellement de l'Afrique entre puissances coloniales. Mais je ne crois pas que ça a été le cas pour cette conférence-ci. On est en train de déplorer le peu de place que l'Union africaine a tenue dans cette conférence. Moi, je pense qu'on se laisse peut-être un peu trop embarquer par les mots. La sorte d'homonymie qu'il y a entre l'Union africaine et l'Union européenne fait qu'on attend de l'Union africaine pour l'Afrique la même chose que les pays européens obtiennent de l'Union européenne. Ce n'est pas possible. On a tous ici pointé du doigt, je crois, les carences de l'Union africaine qui peine à boucler son propre budget et dont les États membres ne participent pas au financement. Ceci dit, la deuxième chose aussi, pour laquelle je pense qu'il ne faudrait pas faire du fétichisme, c'est quand on dit que les pays frontaliers de la Libye devaient être invités à cette conférence. Je crois qu'ils ont assez de problèmes dont ils doivent se dépatouiller et que leur apport aurait été nul à cette conférence de Berlin. Ceci dit, je répète, je crois qu'il est important de retenir de cette conférence-là qu'on a décidé, qu'on a proclamé que la solution ne pouvait pas être militaire. Je ne vois pas pourquoi on persiste avec le leadership égaré de la France à penser que la solution peut être militaire dans la crise au Sahel qui est à côté. On est un peu angélique sur la Libye, mais la Libye n'était pas une démocratie, c'était une dictature policière, un assemblement de tribus tenu par le colonel Kadhafi entre 1968 et 2011. Aujourd'hui, si on a cette posture du président Sarraj et du maréchal Haftar qui ne veulent même pas se voir en peinture, ça ne fait qu'illustrer l'esprit tribal qui prévaut encore en Libye, où quand on a un adversaire, on le tient pour un ennemi irréductible contre lequel ce serait faire acte de déshonneur que de lui serrer la main ou même de le regarder dans les yeux. Donc, je pense qu'il était important que la communauté internationale s'investisse pour ramener au minimum le statu quo. Et je termine par là, on doit à nouveau tirer des leçons du règlement proposé pour cette crise-là. Et s'il y a des institutions qui doivent être associées au règlement de la crise libyenne, ce n'est pas de mon point de vue l'Union africaine, mais c'est par exemple la Ligue arabe qui a été citée par le professeur Dengue. C'est, je crois, les organisations sous-régionales qui sont plus considérées par nos États africains que ne l'est l'Union africaine. Voilà, il faudrait que les organisations sous-régionales soient plus impliquées parce qu'elles ont plus de moyens de coercition pour faire appliquer les décisions qui éventuellement seraient prises lors de conférences de ce type. J'en termine pour évoquer, par exemple, le 3e anniversaire de l'accession au pouvoir du président gambien Adama Barrow, qui se fête cette semaine. Il n'a pu être mis au pouvoir que par intervention de l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO, qui a mis en branle son armée sous l'impulsion du président sénégalais Macky Sall, on se le rappelle. Donc je crois, impliquons plus les organisations sous-régionales africaines
et tenons l'Union africaine pour ce qu'il est, c'est-à-dire un syndicat de chefs d'État et un machin, comme le disait De Gaulle à l'époque à propos de l'ONU. Voilà. Ousseynou Nargueil, vous êtes un peu dur avec les chefs d'État de l'Union africaine. Mais à propos du colonel Kadhafi, justement, est-ce que le colonel Kadhafi n'avait pas deux facettes? Il y a eu celui qui a peut-être été à l'origine de pas mal de problèmes dans certains pays africains, mais il y a eu Kadhafi, le panafricaniste, qui avait réussi à fédérer en Libye toutes ces tribus aujourd'hui opposées. Si vous me consentez de garder la parole encore un moment, j'ai le souvenir d'avoir fait un article dans un périodique actuellement bimestriel auquel je collaborais entre 2011 et 2018. C'est Notre Afrique de Bruxelles. Et je faisais le parallèle entre le colonel Kadhafi et une star américaine de la musique qui était décédée pratiquement la même année ou quelques mois plus tôt, c'est Michael Jackson. Je crois que le colonel Kadhafi était le Michael Jackson des chefs d'État africains par son extravagance, par ses lunettes noires, par ses tenues, mais également, dans le fond, par le fait qu'il avait deux facettes, de la même manière que Michael Jackson était à la fois un noir et un blanc. Je crois que, effectivement, il y a un héritage panafricain de Kadhafi qu'on ne peut pas mettre de côté, mais autant il a été admiré sur le plan continental par les jeunesses africaines, autant on doit dire que même s'il a garanti la prospérité, le couvert, le gîte et le manger pour ces populations, il ne les a pas laissés s'engager dans la voie de la démocratie représentative parce qu'il pensait qu'il était à la tête finalement non même pas de l'État libyen comme chef d'État, mais il était à la tête de la Jamaïria. Voilà, il l'appelait la Jamaïria, donc il n'y avait pas lieu qu'il y ait des élections. Donc effectivement, il y a une sorte je vais terminer par là, de sorte de bipolarité de Kadhafi dont on doit prendre acte. Il y avait du bon, il y avait du mauvais. Il faut qu'on laisse peut-être les générations futures en juger et non pas les contemporains que nous sommes. Alors, François Ndengwe est peut-être en ligne avant d'en revenir à la cranche Simenou Agnangpé. François Ndengwe, vous avez également considéré que le colonel Kadhafi a eu cette double dimension de fédérateur au niveau national qui a pu mettre tout le monde d'accord, même par la manière forte en Libye, et qui a eu cette aura et ce projet panafricain porteur. Oui, je n'ai pas été conseiller de Kadhafi, mais j'ai fait une proposition parce que je travaille sur une nouvelle forme de théorie monétaire qui s'appelle la théorie vectorielle de la monnaie et qui, je crois, est une possibilité qui permet aux Africains de mener une nouvelle sorte de politique monétaire et de conduite de la Banque centrale pour leur développement. Donc c'est dans ce cadre-là et uniquement dans ce cadre que j'ai fait une proposition via un ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad. Mais pour revenir à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est dans cette fameuse conférence du 19 janvier, il faut, parmi les points positifs, donner un point positif à l'Allemagne. Et pourquoi je dis cela? Parce que l'Allemagne est l'un des rares pays occidentaux qui ne s'est pas trompé dans cette histoire. N'oubliez pas que lors du vote de la résolution 1973 du 17 mars 2011, l'Allemagne était parmi les 5 pays du Conseil de sécurité qui se sont abstenus. Absolument. Les 4 autres étant le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie. Mais en même temps, il y a 3 pays africains, il faut le rappeler, excusez-moi,
qui ont voté pour cette résolution et qui votaient en contradiction avec une décision de l'Union africaine. Donc, 3 pays africains qui ont tiré en quelque sorte contre l'Afrique, à savoir le Gabon, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ce sont des réalités qu'il faut rappeler. Pas pour jeter la vindicte sur qui que ce soit, mais pour au moins avoir l'honnêteté de savoir qu'on s'est trompé ou bien on a agi sous des influences qui n'étaient pas susceptibles de faire avancer le continent africain. Enfin, et je reviens là-dessus parce qu'il faudra, on aura par la suite à affronter le même problème. Il y a le problème des divergences entre l'Union africaine et, je rappelle, la Ligue des États arabes. Et ces divergences apparaissent très clairement sur le problème de la Libye, et elles apparaissaient dès l'histoire de la no-fly zone. Parce que la Ligue des États arabes était figurait nommément dans cette déclaration de no-fly zone comme devant se charger en quelque sorte de surveiller et d'interdire le survol de territoire pour aller bombarder la Libye. Est-ce qu'elle a agi dans ce sens? Les conséquences de la Libye aujourd'hui sont désastreuses. Et vous savez que cette no-fly zone la résolution a été prise le 17 mars. 2 jours plus tard, seulement 2 jours plus tard, le même Sarkozy, qui peut se cacher aujourd'hui, organisait en grande pompe le 19 mars 2011 à Paris une grande conférence, soi-disant un sommet qui était soi-disant un sommet de Paris pour le soutien au peuple libyen. Où est ce soutien aujourd'hui, monsieur Sarkozy? Pouvez-vous venir réparer les dégâts que vous avez commis? Mais il avait agi sous la bannière de l'OTAN. Pouvez-vous venir nous dire quelle était vraiment l'intention? Oui, mais François Ndengwe, Nicolas Sarkozy... Et puis enfin, l'Union africaine doit jouer son leadership. Et si les dirigeants de l'Union africaine sont incapables ou bien sont lâches, ce serait une nouvelle trahison de la Libye et des Libyens. Alors, Lagrange Simenou Agnankpe, mais Nicolas Sarkozy avait agi sous la bannière de Nicolas Sarkozy de l'OTAN. Avait agi sous la bannière de l'OTAN et avec un mandat de l'ONU. Et moi, je continue de dire que Nicolas Sarkozy n'a pas agi, il ne s'est pas levé promptement pour agir. Nous avons donné les moyens au président Nicolas Sarkozy pour agir en Afrique. Il faut d'abord dire, comme vous étiez en train de le demander aux autres intervenants, le président Kadhafi, le colonel Kadhafi avait, moi je ne dirais pas 2 faces, il avait plusieurs faces. C'était un homme en uniforme, d'abord, qui a pris le pouvoir très jeune, un fin stratège, qui a eu de l'ascension et manipulait comme il voulait la Ligue arabe dont on parle, qu'il a lâché, la Ligue des pays arabes qu'il a lâché. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il avait de sérieux problèmes avec eux. Ils ont tout fait pour qu'il y ait la paix, mais parce que monsieur se trouvait immensément riche, influent, parce qu'il pouvait bloquer un certain nombre de choses, empêcher certaines nations de bénéficier d'un certain nombre de ressources. Monsieur faisait sa Java, comme l'a dit quelqu'un, on l'a assimilé à Michael Jackson. Et dans le même temps, il savait qu'il pourrait chuter un jour. Raison pour laquelle il s'est rapidement entouré des chefs d'État africains, parce que du côté arabe, ça ne marchait plus. Avec l'Italie, avec qui il avait pas mal de projets, avec qui il avait des relations historiques, et qui également l'utilisait malgré eux pour quand même bloquer un certain nombre de dysfonctionnements. À un moment donné, l'Italie également l'a lâché. Donc, monsieur, en bon stratège, se dit, mais attends, il faut que je fasse quelque chose. Donc, il se met à financer à grande pompe. Et puisque nous aimons les sensationnels en Afrique, nous jeunes, nous étions contents de voir que le président Kadhafi faisait ci, faisait ça. Mais quand vous alliez faire des recherches sur monsieur, vous vous rendez compte que, mais attention, il faut faire très attention à lui. Cela ne veut pas dire que nous approuvons ce que le président Sarkozy a fait. Nous ne l'approuvons pas. C'est triste, c'est dommage, parce que la Libye était le seul pays en Afrique, à moins que je me trompe, où il faisait très bon vivre. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se passent là-bas et ça impacte
tous les autres pays, pratiquement, ça impacte la CEAC, ça impacte la CEDEAO, c'est terrible. Et je continue de dire qu'il faille que nous puissions, entre nous Africains, nous asseoir, comme l'ont dit mes aînés, prendre un certain nombre de résolutions et nous serrer véritablement les coudes. Une franche collaboration, une franche coopération, que nous puissions nous aider. Et ça ira mieux. On considère que c'est votre mot de fin. On va donner l'occasion à Paul Kananoura de nous dire ce qu'il préconise en guise de conclusion pour une résolution rapide de ce conflit libyen. Bien, de toutes les façons, la Libye subit ce qu'on appelle le chaos stabilisateur, c'est-à-dire que c'est une sorte tout simplement de guerre asymétrique qui vise à contrôler des ressources, où l'insécurité et le terrorisme font partie des réseaux transnationaux de déstabilisation complexe, avec un raffinement géopolitique où les pays, notamment africains, subissent beaucoup plus qu'ils réagissent. Et je pense qu'il faut revenir sur les fondamentaux de la sécurité et les fondamentaux de la souveraineté pour les pays africains afin de se prémunir de ces dangers asymétriques. Est-ce que l'agenda sécuritaire et géopolitique cache la bataille économique où les solutions, les alliances et les tactiques utilisées servent souvent à des intérêts des puissances promotrices de la guerre ou de la déstabilisation, voire même des multinationales déstabilisatrices? Si nous n'arrivons pas à contrôler, à avoir des outils stratégiques de protection de nos États, à changer de doctrine militaire, à se doter de la puissance, nous subirons toujours ce concept de chaos stabilisateur. C'est le chaos stabilisateur pour les autres, mais c'est le chaos destructeur pour nos pays et pour nous. François Ndengwe, Paul Kananoura évoquait à l'instant un chaos déstabilisateur ou peut-être destructeur. Que faudrait-il préconiser pour que la Libye sorte de ce chaos entretenu? Les solutions ne sont pas difficiles, hein. Il y a un principe de réalité et il y a un principe de vérité. La réalité de la situation libyenne est une réalité hétérogène. La Libye est un pays démographiquement hétérogène, comme d'ailleurs la plupart des pays africains. Ça veut dire que, en termes de sciences politiques, il faut innover pour trouver un mode de gouvernement qui rassure chacune des composantes. Or, l'ONU ne me semble pas intellectuellement outillée pour trouver ou aider même à trouver ce mode. Monsieur Gassam Salamé, qui est l'envoyé spécial du secrétaire général, est un intellectuel libano-français bien connu. Son pays, enfin le Liban a été un pays déchiré à cause d'une hétérogénéité plutôt religieuse. Mais ici, nous avons affaire à la Libye, à une hétérogénéité démographique qui a des conséquences importantes sur la forme de gouvernement qu'il faut trouver. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, quand on parle de ça, on pose son regard sur le monde et on voit où est-ce que ça a marché. Encore une fois, les Africains doivent innover, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas regarder à l'extérieur. Mon point de vue est que de tous les modes de gouvernement qui existent à ce jour, je n'ai vraiment de respect que pour un seul modèle qui est le modèle suisse. Et je vais dire pourquoi. Et très rapidement. Premièrement, on parle peu de la Suisse, mais c'est un des pays les plus stables du monde. Et ce pays est le plus stable parce qu'il a su trouver un mode de gouvernement qui respecte l'hétérogénéité de sa population. Et on peut résumer cela en deux mots, c'est-à-dire la collégialité et ce qu'on appelle la décentralisation ou la dévolution du pouvoir. Vous savez que si on vous demande quel est le président de la Suisse, vous serez bien capable de dire qui est.
Mais la Suisse est gouvernée par 7 conseillers fédéraux. C'est un gouvernement collégial. Et ces 7 conseillers ont l'égalité de pouvoir qui est inscrite dans la Constitution suisse. C'est-à-dire que parmi ces 7, aucun ne se pense au-dessus de l'autre. Bien sûr, ils peuvent nommer entre eux un président pour une période, je crois, d'1 année, mais ce président n'a pas plus de valeur au point de vue de la Constitution qu'un autre. La politique de l'homme fort, du président de la République, du Premier ministre, je crois que, et ce que je dis là n'est pas valable seulement pour la Russie, on peut constater 60 ans que c'est un échec total en Afrique. Les Africains doivent regarder plutôt du côté du modèle suisse pour trouver sur leur continent des modes de gouvernement qui vont permettre, entre autres, de résoudre les problèmes de tribalisme, les problèmes de régionalisme et les problèmes de division qui sont dus au fait que la population africaine est celle qui est la plus démographiquement hétérogène au monde. Et nous l'avons bien noté. Enfin, la vraie solution, pour moi, vient par l'affirmation de la première place des Africains, c'est-à-dire de l'Union africaine, dans la résolution de tout problème sur le sol africain. Et cette première place ne sera valable que si nous avons des dirigeants à la tête de l'Union africaine qui ont des notions de l'Union africaine sur le chemin que nous a tracé, entre autres, des personnalités comme le docteur Kwame Nkrumah, ou bien Sékou Touré, ou bien Modibo Keïta. C'est bien noté, François Ndengwe. Ousseynou Nargueil, on va vous donner 45 secondes pour conclure. Que préconise le professeur Ndengwe. Maintenant, si on parle de la Suisse, il y a une expression très belle là-bas qui dit être déçu en bien, c'est-à-dire être agréablement surpris. Moi, j'ai été plutôt été déçu en bien, comme diraient les Suisses, par cette conférence de Berlin. Maintenant, je répète que l'Union africaine n'est pas à la hauteur et n'a pas les moyens, parce que si elle avait les moyens, déjà, elle aurait empêché que se tienne au même moment que cette conférence de Berlin, le sommet Royaume-Uni-Afrique, où les Africains sont allés faire du business as usual avec une ancienne puissance coloniale. Ce n'était pas décent qu'au moment où on parlait du sort d'un État africain, en même temps, les États de l'Afrique se retrouvent à Londres pour parler business avec le Royaume-Uni. Voilà, c'est ce que je voulais dire en 45 secondes comme mot de la fin. Et puis préconiser effectivement que les Libyens puissent trouver une solution endogène qui vienne du génie du peuple libyen, qui, c'est vrai, je le répète, a été une agrégation de tribus qui, avant que Kadhafi ne prenne le pouvoir, était dirigée par un roi auquel les tribus venaient faire allégeance. Nous avons fait le tour. Ousseynou Nargueil, en votre compagnie, je rappelle que vous êtes éditorialiste, fondateur du site d'information tract.sn au Sénégal. Il y a eu également en ligne de Washington DC, où il est actuellement 16h, François Ndengwe, chairman de African Advisory Group et conseiller du magazine Hommes d'Afrique Magazine, des magazines Hommes d'Afrique Magazine et Femmes d'Afrique Magazine. Il y a eu Paul Kananoura qui est spécialiste en prévention et gestion de crise. Il est président de l'Institut Nelson Mandela. Nous l'avons joint de Bordeaux en France. Et sur ce plateau, Siménou Lagrange Agnampe, qui est diplomate et également expert consultant. Merci d'avoir été des nôtres. Le temps n'a pas suffi pour faire ce débat que nous aurons l'occasion de reprendre. On rappelle qu'il a porté sur la conférence de Berlin sur la Libye, et Ousseynou l'a souligné, une conférence qui s'est tenue alors que s'ouvrait concomitamment le sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement. Merci de votre aimable attention et très bonne suite de programme sur la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale.